L'énergie propre. On imagine souvent ça comme quelque chose d'immatériel, de léger. Mais pour qu'elle arrive jusqu'à nos prises, elle dépend d'un véritable géant de métal et de béton, le réseau électrique. Et ce géant, il a une empreinte écologique bien réelle, et souvent, elle est cachée là où on ne s'y attend pas du tout. Dans cette analyse, on va découvrir ensemble la face cachée de notre infrastructure énergétique. Alors voilà notre programme. On va d'abord prendre la mesure de l'échelle folle du réseau, ensuite on va disséquer son impact, des tonnes de métaux à un gaz surpuissant et méconnu. Après ça, on verra le grand paradoxe de la transition énergétique avant de se tourner vers les solutions pour un réseau qui soit vraiment durable. C'est parti! Allez, on commence par le commencement. Prenons la mesure de ce géant qui sillonne nos paysages. Quelle est l'ampleur physique de cette infrastructure, concrètement? Le réseau français, c'est plus de 100 000 km de lignes aériennes. Et son emprise au sol totale, tenez-vous bien, c'est 335 000 hectares. Pour que ça vous parle un peu plus, c'est presque 3 fois la superficie de la Martinique. Oui, oui, on est donc très loin de quelque chose d'immatériel. Ok, on a bien visualisé sa taille. Maintenant, la question c'est d'où vient son impact sur l'environnement? Quelle est l'anatomie de son empreinte carbone? La plus grosse part, et de loin, c'est les pertes électriques, 60%. C'est tout simplement de l'énergie perdue en chaleur pendant le transport. C'est énorme. Mais regardons de plus près les autres parts. On a 20% qui viennent de la construction et 10% des fuites d'un gaz redoutable, le SF6. Et c'est dans ces 30%-là que se cachent certains des défis les plus complexes de la transition. Plongeons justement dans ces 20% liés à la construction. Derrière ce chiffre, il y a une réalité très concrète, très lourde, le poids des métaux. Rien que le réseau français immobilise 170 000 tonnes de cuivre. Pour se faire une image, c'est comme si on avait construit environ 15 tours Eiffel uniquement avec ce métal. Une quantité phénoménale de ressources qui est donc déjà verrouillée dans cette infrastructure. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'électrification de nos transports, de nos industries, ça fait littéralement exploser la demande mondiale de cuivre. Regardez ce graphique. Et bien sûr, cette course aux métaux crée une pression immense sur les écosystèmes là où ils sont extraits. Ce qui nous amène à un vrai cercle vicieux. Et cette phrase, elle illustre parfaitement ce concept. Pour extraire ces métaux, il faut énormément d'énergie, souvent fossile. Et en même temps, pour produire et transporter de l'énergie, même renouvelable, il faut toujours plus de ces métaux. C'est le fameux serpent qui se mord la queue. Allez, passons maintenant à la partie la plus étonnante et peut-être la plus inquiétante des émissions du réseau. Un gaz industriel dont on ne parle quasiment jamais. Ce gaz, c'est l'hexafluorure de soufre, ou SF6. C'est un isolant électrique exceptionnel utilisé dans les postes électriques pour éviter les courts-circuits. Le point crucial, c'est que l'industrie du transport d'électricité est, de très loin, le principal utilisateur au monde, avec 80% de la consommation. Et alors, pourquoi ce gaz est un problème? Eh bien, comparons-le au CO2. Si on dit que le CO2 a un potentiel de réchauffement de 1, celui du SF6 est de 23 500 fois supérieur. 23 500. Et comme si ça ne suffisait pas, il peut rester dans l'atmosphère jusqu'à 3200 ans. Chaque fuite, même toute petite, est une véritable bombe climatique. Heureusement, des solutions commencent à émerger. Des industriels, comme General Electric par exemple, développent des gaz alternatifs, comme le G3, qui ont les mêmes performances techniques, mais avec un impact climatique réduit de plus de 99%. L'innovation est donc en marche pour éliminer ce risque majeur. On arrive maintenant au cœur du sujet. Un paradoxe fascinant. C'est une idée assez contre-intuitive, mais déployer massivement les énergies renouvelables pourrait, dans un premier temps, augmenter l'empreinte matérielle du réseau. En fait, c'est assez logique. Les sources d'énergie renouvelables, comme l'éolien en mer ou le solaire, sont décentralisées et souvent loin des lieux de consommation. Alors pour les raccorder, pour gérer leur intermittence, pas de secret. Il faut construire plus de lignes, plus de câbles. Bref, il faut plus de réseaux. Et là, les chiffres sont impressionnants. Selon RTE, la transition énergétique va multiplier par 3 à 5 la consommation de minerais du réseau d'ici 2040. Le paradoxe est là. Pour décarboner notre production d'énergie, l'empreinte carbone de notre réseau pourrait temporairement doubler, juste pour fabriquer tous ces nouveaux équipements. Face à ce constat, la question n'est pas de stopper la transition bien sûr, c'est de la rendre vraiment durable. Le défi n'est pas insurmontable, mais il demande une approche globale, une approche systémique. La stratégie pour y arriver repose sur 4 piliers. Premièrement, innover, remplacer les matériaux nocifs comme le SF6. Deuxièmement, recycler, créer des boucles fermées pour les métaux critiques. Troisièmement, optimiser, utiliser au maximum les couloirs de lignes qui existent déjà. Et enfin, quatrièmement, exiger, imposer des critères environnementaux très stricts à tous les fournisseurs. C'est vraiment une approche à 360 degrés.
En conclusion, la transition énergétique ne se joue pas seulement sur les toits avec des panneaux solaires. Elle se joue aussi sous nos pieds et au-dessus de nos têtes, dans les câbles du réseau. La vraie question n'est plus si nous devons décarboner, mais comment. Sommes-nous prêts à penser au-delà de la seule production d'énergie pour bâtir une infrastructure qui soit durable dans son intégralité, du minerai extrait à l'électron livré? La réponse déterminera le véritable succès de notre avenir énergétique.